Azul flawan withidi ditwalin TQ 5 سكين إن بقاونا سي ثلاثة نتغمبار نتمازغ ونتنبويا تيديرن دي ثوروف دي فرنسا إلا دو سيول أولغو نت يوث نتكليا يلين مقرف دي باري غاس الحد 23 يفريل كي دي تسدون تكليا الموين نقار لا دياسبورا امازيغي تيديرن ذي باري تسكن نقول غويكين اي كان ازال كي توالي مكا 20 دوكليوين اكيكير نيمازيغان دياسبورا تيديرن ديال ثمان ذي ثوروف داغن كن لان ديال اغرف مازغا يعني سن الجزائر بوركينا فاسو مصر ليزيل الكناري ليبيا مالي ماروك موريتاني نيجر السودان تشاد تونس وكيتسغى الى ديسبورا نتمورا ياكي تيديران دي الظروف وكنا نفهم اوغانا في تغياكي ان نساول ثلاثه وكنا تسهمن ثلاثه ينبقاونا كادواني مكاثوره تيكلي ياكي غاد نزوير مزوارو ذي كريم وشاكيد ولا كان ذي تيكو 5 ازول فلاكا كريم الزول رشيد الزول كوي وقاد كسيداك يضغط الطفرن قصة الانترنت. ما ذويسين ذوين يتمسلاين سيسم ذوكلا دياسبورا غير تنجيين دي طرف غايني منقار او دي تي اورغانيزاسيون لا دياسبورا تواريغ ان اوروب ابو لاهي الطيوب انت ازورانيس نيجر بين ازوف لك ابو لاهي Azul, bonjour tout le monde. ماذا نبقي ويسكرا ذا الشلحين الماروك ذا سليس مشاري تيدير دي فرنسا يتمسلاي سيسم تيدوك لان تمخواتي توسنن تماينوث وكين ذا بومي سان عبد السلام ومينا ازول في الله عبد السلام أزول في اللون، أزول سي رشيد، سي كريم، عبد الله، أزول في اللون المير. تزوانا اسكا الصواب يلي ونقولنا دي نير ذا نواث دونك ان بوتي رابيل كي êtes-vous exactement زويرا سي كريم وشك راس ولا مسنك كريم سماثيك النظام كيني ثورا زعما ناس ترفيف يون un des registres sur lequel j'interviens dans le militantisme, c'est aussi la cause amazigh qui est très importante pour moi. Mais vous voyez, moi je suis ma formation idéologique, ma sensibilité politique, elle découle directement d'Avril 80. J'ai grandi dans l'ambiance qui a suivi 80, avec les idéaux, les valeurs qu'elle a charriées. Je suis construit, mais les fondements culturels et politiques que j'ai, ils sont basés sur Aboulahi Al-Tayoub, je l'ai dit, vous faites partie de l'organisation de la diaspora touareg en Europe. Peut-être un mot sur vous. Bon, moi, j'interviens là donc, comme président justement de l'ODTE, comme on a dit tout à l'heure, donc, qui est une organisation de la diaspora touareg. Donc, il se donne comme objectif à la fois de créer des liens entre tous ces membres qui sont en Europe, pas seulement en France, mais aussi de suivre un peu l'actualité qui se passe naturellement aujourd'hui au Sahel, et surtout ce qui arrive au peuple touareg, donc la composante, on va dire, méridionale du peuplement amazigh. Et évidemment, on a aussi d'entretenir un peu ces liens entre le monde touareg et les Amazirs du Nord, de l'Afrique du Nord. Tout à fait. Voilà, donc on en connaîtra un peu plus sur les Touaregs qui sont éparpillés sur plusieurs pays de Tmazra, un peu plus sur ça au fur et à mesure qu'on avance dans l'interview. Le dernier intervenant, c'est Boumessel Abdeslam Tamainout, qui ne connaît pas Tamainout, c'est un historique qui est immense. Donc, ça serait bien de nous parler de vous et de Tamainout un peu. Oui, Tamainout France. Je m'interviens aussi ici en tant que président de Tamainout France. Tamainout France, c'est pas aussi, il y a une différence entre Tamainout France et Tamainout marocaine, la marocaine là. Est-ce qu'on peut dire, parce que je connais bien Eid Belkacem qui l'a fondé, Oui, je connais son oui, historique, bien sûr. est-ce que c'est une section de Tamainout global ou juste c'est à part, rien à voir avec C'est à Tamainout part. Maroc? Là, c'est Tamainout France. C'est D'accord. Tamainout, voilà, le nom c'est Tamainout France. Mais aussi, il y a des liens. Tamainout France, je suis aussi membre du bureau national de Tamainout Maroc. Tamainout Maroc, c'est la mer.
Il a commencé depuis les années 70 au Maroc. Il Tout à commence fait. toujours à travailler, bien sûr, qu'il soit un travail national ou international. Il travaille toujours. Tamaïno de France, c'est 20 ans d'existence à Paris. C'est 20 ans. 20 ans. Et vous êtes le président actuellement? Oui, ça fait une année maintenant que je suis voilà, président de Tamaïno de France. D'accord. Et vous êtes originaire de Sousse, Oui, Agadir, du Sus, Agadir. Ishlahin. OK. Ah, tout le monde voilà, croit que Tamaïno, tu travailles avec la communauté Shluh, mais c'est faux. Ah, d'accord. C'est toujours un plaisir de travailler avec Imazir, Imazir du monde entier. Voilà, c'est D'accord. toujours un plaisir, c'est toujours vraiment. Euh, il n'y a pas beaucoup de travail avec des Imazirs, mais on est là pour. Normalement, on est censé de travailler avec tout le monde. C'est la raison pour laquelle on salue cette belle initiative, peut-être une des Oui, rares, qui englobe un peu toutes les oui. composantes amazigh autour d'un événement phare, d'une symbolique très importante qui est le printemps amazigh. Et c'est là ma deuxième question pour vous trois. Que signifie pour vous le 20 avril? Je commence par Kérim. Le 20 avril, comme d'abord, c'est l'événement politique qui marque une rupture parce que dans la région, nous vivons tous sous des régimes autoritaires, tyranniques, etc. Et de ce fait, ça vient un peu, c'est le coup de foudre qui vient déchirer le ciel de l'époque, qui vient dire que il y a maintenant autre chose. C'est la réalité de l'Afrique du Nord qui remonte. Bon, ça a commencé en effet en Kabylie, en Algérie. Moi, je reste convaincu parce que ça milite aussi un peu partout. Cet événement aurait pu avoir lieu de toute façon quelque part. Kabylie, bon, on Ouais. connaît toute, et elle était prédisposée parce que organisée, des traditions politiques, etc. Mais parce en fin de compte, elle a fait remonter une réalité. Elle n'a pas, contrairement à ce qu'on a essayé de nous imposer comme hégémonie culturelle linguistique, le 20 avril s'appuie sur une réalité. Donc, le 20 avril, de toute façon, il aurait sorti quelque part d'une façon ou d'une autre. Donc, pour moi, c'est ça, c'est la réalité de l'Afrique du Nord qui ressort pour couper avec tout ce qui est dit, ce qui est affirmé, l'hégémonie qui est décrétée plus exactement. Et puis, deux, c'est aussi l'acte fondateur d'une grande marche où Samazir, et pas que, vient sur la scène politique publique et où elle est posée publiquement. Petit à petit, il y a eu des acquis, il y a encore des choses qu'il faudrait faire, il y a eu quelques régressions, peut-être on va discuter mais de tout cela. Mais pour moi, c'est une très longue marche qui est entamée. D'ailleurs, on le dit dans l'appel, c'est un processus historique irréversible. Voilà. Donc, voilà pour moi ce que ça veut dire le 20 avril. Il faudrait quand même mentionner quelque chose de très important. Le 20 avril, même s'il parle de Saint-Mazir comme singularité, il parle de la pluralité, de façon générale. Il charrie les droits humains. Ça parle des libertés démocratiques, etc. C'est pas, le 20 avril n'est pas un exclusivisme. Le 20 avril, il Ouais. porte des valeurs qui sont les valeurs d'ouverture et de générosité au sens très large. Voilà. En effet, Karim, il porte toute une série de valeurs dont la démocratie, comme vous avez dit, la diversité, la pluralité. Là, je me dirige vers Aboulaye Tayeb, du grand désert amazigh, occupé en grande partie par les Touaregs. Quel regard avez-vous porté sur le 20 avril? Grosso modo, les Touaregs, quel regard ils portaient sur le 20 avril? Dans le Montoureg, le 20 avril, c'est vrai qu'il est arrivé un peu uniquement aux oreilles de quelques militants, on va dire, qui sont très, très peu nombreux finalement. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est à des milliers de kilomètres de là où ça s'est joué, donc en Kabylie, Ouais. euh, et que compte tenu des systèmes justement politiques en place et du fait qu'effectivement à l'époque surtout, les gens communiquaient très peu, il n'y a que quelques militants qui étaient au courant finalement
de ces événements du 20 avril. Mais ça a permis quand même de susciter un certain espoir parce que les gens se sentaient un peu isolés, se sentaient un peu enfermés dans une oppression, on va dire, identitaire, culturelle, politique. Et le fait de savoir que quelque part dans le monde, il y a des Amazirs qui manifestent pour revendiquer cette identité, ça a mis quand même un peu, ça a boosté un peu l'espoir chez les Touaregs, chez les militants en tout cas Touaregs. Et ça continue finalement jusqu'à... Il faut dire que déjà, il y a quelque chose qui a été allumé déjà par l'idée à l'époque de l'Académie berbère, parce que ça aussi, c'est arrivé chez les Touaregs, Oui. notamment par la réforme de Tifinagh, tout ça, c'est quelque chose qui a beaucoup pris finalement. Il a beaucoup pris chez quelques militants Touaregs, et le 20 avril était venu finalement consolider et renforcer un peu cette idée que quelque part dans le monde, il y a d'autres Amazirs, d'autres qui militent pour l'identité et que les Touaregs ne sont pas seuls finalement. Effectivement, comme l'avait dit Karim, ça bouillonnait déjà avant 80. C'était qu'une étincelle. Et quand on Voilà. dit aussi 80 de Kabylie, c'est très important de rappeler que il se passait à trois différentes régions. Alger qui a joué aussi un rôle très important. Il y a eu même une grande marche avant le 20 avril à Alger. Et puis à Tizi Ouzou, parce que c'était le pôle universitaire où se trouvaient tous les étudiants de la Kabylie, à la fois de Vgaïef, Bouira, Tizi Ouzou, qui étaient fortement impliqués. Une année après, en 81, ça s'est déclenché aussi à Vgaïef. À Vgaïef, c'est très important de le rappeler. Comme après, bien sûr, ça a été célébré maintenant, on célèbre partout dans le monde et dans toute la Temazra, dans le Maroc, le plus grand pays berbère du monde. J'aimerais bien savoir comment Abdeslam Boumisser voyait les Marocains voyez le printemps berbère à Mazir. Non, c'est tout à fait le contraire des Touaregs, de nos amis Touaregs. Le printemps à Mazir, il a bouleversé totalement le mouvement Amazir au Maroc. Mais vraiment, il a bouleversé. C'était vraiment le choc, c'était vraiment la colère, c'était vraiment comme et surtout en 2001, je me souviens, c'était un truc qui nous a bouleversés et qui nous a choqués. C'était un repère historique. Et surtout, il a marqué le passage vers le politique. Parce avant le printemps, dès les années 80, au Maroc, c'était la tamazir, c'était vraiment le culturel. C'était Voilà. la langue, c'était la culture, c'était un peu l'identité. Mais surtout, le printemps berbère, il a marqué ce passage au politique. Mhm. Tamazigh est vraiment, c'est pas juste l'identité, c'est pas juste la langue, c'est pas juste D'accord. l'histoire, mais c'est le politique. C'est très important aussi que Tamazigh soit une affaire géopolitique et surtout Oui, après le printemps, après ces actions qu'on a connues, vraiment, il y avait des liens très étroits avec les cabines. tout à fait. Merci. Vous n'êtes pas le seul qui l'a dit. J'ai invité plusieurs nos amis marocains qui l'ont dit. Effectivement, ça a joué un grand rôle dans l'éveil identitaire et politique aussi de nos frères Amazirs du Maroc, qu'ils soient Chleuh, Rifin ou des Amazirs de l'Atlas. Karim, je reviens vers vous, vous trois, au fait. En commençant par Karim, quel est l'esprit de votre marche et quel est son intérêt, Karim? L'esprit de la marche, c'est d'abord, comme tu as vu, on vient tous de régions et d'horizons un peu différents. On se rencontre. Comme tu l'as dit, j'ai pas, j'ai déjà vu, il y a à peu près 20 ans de cela, à Tizi Ouzou, une marche où participaient des Nord-Africains. Je crois que c'est l'une des dernières marches organisées par l'UMCB. Oui. Et là, mais c'est la première fois là, on se met ensemble pour organiser. Déjà, là, on dort même du contenu de l'appel. C'est déjà une étape, en toute modestie,
il y a encore des choses à faire. C'est déjà une étape importante. Il y a des ponts qui sont jetés entre nous. On se connaissait pas, c'est pour certains d'entre nous. Là, on se connaît, on sait les différents acteurs, quels sont dans telle région, de telle autre, etc. Donc, on commence à se parler. On commence aussi à comprendre les problématiques de chaque groupe, hein, parce que il y a, c'est vrai, de la répression, etc. Mais ça peut prendre des déclinaisons politiques ou autres différentes d'une région ou d'une contrée à une autre. Euh, on s'est mis quand même d'accord autour d'un appel. L'appel, il est clair, ça parle donc de l'affirmation de l'existence de cette amazérité, ça parle de l'attachement à l'identité, à la langue, à la promotion de l'amazérité. On parle même du Tifinagh comme écriture à faire consacrer UNESCO. Donc là, nous affirmons notre part dans l'humanité, dans l'universalisme. Ça part du patrimoine universel. Et là, nous retrouvons aussi, nous rendons compte que nous avons aussi certaines problématiques. Nous avons des détenus politiques un peu partout. Nous vivons des répressions épisodiquement et il y a un besoin aussi de justice par rapport à ces répressions-là. Et, euh, enfin, on va jusqu'à dire que pourquoi pas Tamazra comme bloc. Il existe un bloc, en tout cas culturel, humain, ça c'est évident. Il y a une certaine homogénéité, encore une fois, que ce soit exclusif. Il y a des choses, on partage beaucoup de choses en Afrique du Nord. Pourquoi ne pas poser ça déjà comme élément d'une réflexion? Donc, c'est trop tôt de parler en profondeur de ce genre de choses, mais au moins le thème, il est là. On arrive, j'ai l'impression, envie de dire, euh, on arrive peut-être à une autre étape du combat identitaire. C'est maintenant, c'est Samazra. Voilà. Très bien. Justement, vous avez dit le mot. Vous pouvez aussi répondre à cette question, nos deux autres invités, mais peut-être je vais associer une autre question. Quel est le poids de la mazérité dans la perspective nord-africaine? Vous pouvez jumeler à la fois les deux questions, Abdoulaye. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, bon, moi je pense que la majorité étant le socle identitaire quand même du peuplement du bassin méditerranéen, en tout cas de cette rive-là de la Méditerranée. Et bien évidemment, donc j'y associe aussi le Sahel aujourd'hui, sachant que la composante Touareg est une composante effectivement un peu plus lointaine, mais qui partage la langue, qui partage quand même pas mal de choses historiquement. On retrouve finalement même les traces en Afrique du Nord. Et ce socle identitaire, effectivement, était bon, était dans les dénis jusqu'à présent. Hein, donc, et la bataille actuellement, justement, c'est de faire vivre un peu cette histoire, c'est de faire vivre cette identité et essayer de trouver justement une jonction avec, on va dire, avec tous les parcours historiques qu'a connu cette région hein, depuis un millénaire aujourd'hui, et dire que finalement, il peut y avoir une certaine coexistence entre ces socles identitaires qui existent, qui est varié, certes, mais qui tient aussi, qui a tous ces référents et tous les apports qui sont arrivés par la suite, effectivement, qui l'ont enrichi et qui ne doivent pas, effectivement, venir un peu remplacer ou qui ne doivent pas venir nier, justement, cette réalité historique, cette profondeur historique. Et cette marche, donc, comme tout à l'heure on parlait de cette marche a pour objectif justement un peu de rappeler un peu ces réalités, de rappeler ces évidences et de montrer un peu la diversité et en même temps l'étendue de la majorité qui couvre effectivement toute l'Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Je suis souvent interloqué par la manière dont on représente les régions berbérophones où on trace quelques îlots qui, en fait, je pense que c'est des cartes qui sont faites par des linguistes, par des choses comme ça, alors que nous, on a vocation à revendiquer toute l'Afrique du Nord. On n'est pas des îlots quelque part dans un océan, je ne sais pas de quoi, mais nous sommes le socle finalement identitaire, le socle historique de toute cette région qui part de l'Égypte jusqu'aux îles Canaries. Tout à fait, tout à fait. Je l'ai toujours dit, on l'a toujours dit ici au niveau TQ5, effectivement, l'Afrique du Nord, on a de la Méditerranée jusqu'au Sahel en bas, et puis de l'Est à l'Ouest, c'est à peu près
l'équivalent de la superficie des États-Unis, de la Russie, du Canada, de la Chine. Ça peut être à l'avenir un enjeu géostratégique important aussi longtemps qu'on va se démarquer ou bien de sortir de cette bulle dans laquelle on veut nous confiner, notamment le Maghreb arabe, qui revient en force. Et là, je m'adresse à notre ami Abdeslam, c'est un moment donné, il y a un premier ministre, même s'il était de tendance islamiste, mais il était fièrement amazir, qui a remis en cause cette terminologie du Maghreb arabe. Et maintenant, malheureusement, il revient en force. Je viens de voir hier les informations marocaines au niveau de l'unité africaine. Il y a un représentant du Maghreb arabe avec ces termes-là, marocaine, qui est allé pour plaider, je ne sais pas pourquoi, mais justement, sur le plan géostratégique, notre ami Abslam, Temazra, est-elle envisageable? C'est ça ma question. Oui, bien sûr. Le plus important à signaler ici pour cette marche, c'est l'union. L'union entre les Amazirs et le travail euh, Amazir, Mm. vraiment. Amazir. C'était toujours un souhait. Et Mazir, depuis plus de 40 ans, plus quand on disait 60, déjà, les militants, les premiers militants, ils ont espéré un travail Amazir, le Nord-Africain, Tamazra. Parce que malheureusement, chaque groupe, chaque nation, entre guillemets, travaille d'une manière, c'est de l'autonomie, les militants travaillent d'une manière autonome, mais un travail qui vraiment, avec une collaboration, c'était toujours un souhait. Mais même les linguistes, ils rêvent toujours de travailler sur la langue ensemble. Les historiens, euh, les anthropologues. Malheureusement, on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à réussir la collaboration entre nous. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle on a créé le Congrès mondial Amazigh. Tout à fait. C'est des principes. C'est le principe du travail, de travailler ensemble. Cette marche, c'est vraiment un autre pas de plus vers l'avenir, vers le travail entre les Amazirs, entre les militants. Ça va être très intéressant parce que aussi, c'est un progrès un petit peu. C'est un autre pas Tout à fait. pour la Mazir. J'étais à l'Union africaine avant Corona. Et aussi, il ne faut pas oublier que euh, après le coronavirus, vraiment beaucoup de choses ont changé. Il ne faut pas oublier aussi cette donne. Et cette marche va être vraiment un autre pas pour dépasser euh, les causes ou les résultats du coronavirus parce que apparemment 2019 a vraiment a stoppé beaucoup de choses. Et pour ces raisons-là, on regarde par exemple, parce que on revient vers aussi tout ce qui est arabe, tout ce qui est unificateur vers l'arabe et non pas pour la Mazir, même au Maroc. Même au Maroc, après le coronavirus, on revient aussi même le Jamia al-Arabia, l'université arabe, ils ont fait il y a un débat conflictuel entre l'Algérie et le Maroc. Ils ont oublié complètement le mouvement amazigh et la mazirité, même si les constitutions au Maroc et en Algérie, et vraiment, ils ont opté pour la diversité mais après le coronavirus, ils ont opté aussi pour l'Union arabe et non pas pour la diversité des pays. Merci. Donc, effectivement, maintenant, je m'adresse à Karim. Karim Abdeslam, il vient de signer un point très important. Depuis 40 ans, lui, il dit même avant, que les Amazirs ont toujours essayé d'œuvrer dans la fraternité pour regrouper un peu les énergies. Je dirais même, nous, les Kabyles, on le sait bien, Karim, ça peut aller jusqu'à 1926 avec l'étoile nord-africaine. Ça a toujours été, avec aussi la fameuse rencontre de Tanja, je pense, en 1958, avec l'Académie berbère qui a essayé d'associer un peu les berbères, avec Berber Télévision qui a essayé de regrouper un peu sur le plan télévisuel
tous les Berbères du monde. Donc, il y a toujours des tentatives de regrouper les Amazirs un peu partout dans le monde. Et c'est ça ma question, Karim. Que va-t-elle apporter Tamazra aux différentes nations la composant? Ça Mazra va apporter, en tout cas, comme je rejoins Abdoulaye dans son propos, c'est-à-dire ça Mazra en tant que socle, parce qu'il est important de dire les choses, et en tant que socle, va apporter quelque chose de très important. Pourquoi? D'abord, quelle est la marche du monde aujourd'hui? C'est ça qu'il faut se poser. Bon, là, on est dans des projections, hein. La marche du monde, c'est des grands regroupements régionaux. Quand je dis régionaux, c'est-à-dire à l'échelle de régions dans un continent, l'Amérique du Nord, l'Europe, etc. Pourquoi ceci est fait? Parce que avec la marche, la mondialisation, globalisation, etc., font que les pays, il y a pas un pays, c'est-à-dire qui peut se dire qu'il peut s'en sortir seul, y compris des hyperpuissances. Tu vas prendre les États-Unis ou même la Chine, elle trace les roues de la soie. C'est-à-dire il y a toujours des regroupements des pays. L'Europe, on le voit très bien d'ailleurs, on le vit. Et attention, il y a des fois des signaux qui peuvent dire qu'on est dans la marche arrière. Si on prend par exemple le Brexit en Europe, au contraire, là, les Britanniques viennent de comprendre qu'ils avaient fait erreur. C'est pas la bonne voie. Donc, il y a une marche du monde vers des regroupements des blocs. Bien sûr, il faut définir, ça ne veut pas dire qu'il y ait des pertes de souveraineté, etc. Il ne faut pas que ça fasse peur aux gens. C'est ça la marche du monde. Donc, pour faire de pareils regroupements, qu'est-ce qu'on a? On a des pays en Afrique du Nord, on a un élément qui fait que tous ces pays se sentent liés. C'est important, ce que disait tout à l'heure Abdeslam, il disait qu'on la prise de conscience liée au 20 avril, ça a permis de lier, de nouer des liens très étroits avec des Kabyles ou d'autres Amazirs. Il y a le mot lien, c'est un liant. Amazir, c'est un liant. Ce qui est bien, c'est que c'est pour ça que le 20 avril, la façon dont il a démarré, c'est une réussite. Je pense qu'à ce jour, on n'a pas encore complètement évalué son apport positif. Le fait qu'il le fasse dans une démarche qui n'est pas exclusive ou des Mazeran, c'est tout point, non. Il parle dans l'idée de la pluralité. D'ailleurs, tu cites la crise de 49. En réalité, ça parlait de la pluralité, même si c'était cette fois-là l'échelle algérienne. Donc, tu as d'une part, une vision de l'Afrique du Nord qui est basée sur quelque chose, sur des données, un socle anthropologique, culturel, véritable, réel, qui sert de lion dans lequel les gens se reconnaissent, y compris ceux qui ne sont pas locuteurs en tamazir. C'est parce ils sont amazirs, ils sont juste devenus berbérophones. Et il n'y a pas d'exclusion pardon, des arabophones. Il n'y a pas d'exclusion non plus d'arabophonie. Pour rappel, le communiqué d'avril 80, il parlait de l'arabe populaire, par exemple. Donc, on a cette vision qui n'est pas exclusive. De l'autre côté, on a une vision politique autour de laquelle, celle que vous venez d'aborder, l'arabisme, le nationalisme arabe, oui, ça part d'union, mais tout de suite on te dit un union qu'on renferme, il est exclusif. C'est-à-dire arabe uniquement, on exclut tout le reste. Si cette recette devait marcher, elle aurait marché. Ça fait le nationalisme arabe, en tout cas, il a pris aux années 20, au moment où on crée l'étoile nord-africain. Il a vraiment pris un essor. Ça n'a ni uni cette partie du monde, ni produit. On voit dans quel état est cette partie du monde. Donc, en réalité, on proclame l'union alors que c'est un élément plus qui pousse à l'effritement. Par contre, là, on voit très bien, ça résiste, y compris, elle n'a pas les moyens, elle est dominée, elle est réprimée, mais elle est là, ça résiste de façon spontanée. Les gens se sentent liés. Les gens se sont liés. Donc là, c'est un levier à disposition des politiques, des États, etc., pour pouvoir faire quelque chose d'autre de cette région du monde, en tout cas dans laquelle, de toute façon, ils sont condamnés à aller vers quelque chose
de commun, à définir les contours. Sinon, ils n'ont aucune chance. Donc voilà ce qu'apporte Saint-Mazarin à l'Afrique du Nord. C'est par là qu'on peut justement aborder la géopolitique de la région, si on veut, de sorte à ce que ça donne un atout majeur pour des perspectives de regroupement. Voilà. Voilà, Aboulaye, pour vous, justement, sur quelle valeur bâtir Tamazra selon vous? Moi, je pense que Tamazra doit exister déjà en tant que tel. Donc, au-delà de justifications sur les valeurs sur lesquelles on doit la bâtir ou l'apport qu'elle peut avoir sur, sur l'Afrique du Nord, enfin l'Afrique du Nord, je pense qu'il faut déjà exister avec les valeurs intrinsèques qui sont généralement reconnues finalement dans toutes ces composantes. Hein. Donc, d'abord, la première qui vient à l'esprit de tout le monde, dès qu'on parle d'Amazir, c'est la notion de liberté, hein, donc qui vient en premier lieu. Après, les restes viennent en fonction des régions, en fonction de l'histoire, finalement, de telle ou telle composante, des réalités vécues par-ci, par-là. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est déjà d'affirmer une existence sur cet espace, c'est-à-dire une existence brute qui n'a pas besoin de se justifier, qui n'a pas besoin d'apporter quoi que ce soit pour un échange d'exister. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Eh bien, voilà, c'est ça ce qui apporte effectivement. Je reviens vers toi, Abdeslam. Est-ce que tu abondes dans le même sens que Abdou Aboulaye? Donc, sinon, quelles est pour vous les valeurs, quelles sont les valeurs sur lesquelles faut-il bâtir Tamazra? Je reviens vers aussi Tamazra, puisqu'il représente Tamazra. Tamazra, moi, je pense que c'est une réponse à la crise qu'on connaît les États-nations, ou l'État-nation, l'installation de l'État-nation au niveau Nord de l'Afrique et au Sahel, parce que maintenant, c'est une vraie crise. Après la colonisation, on a vu l'installation des États-nations qui ont pratiqué le jacobinisme, l'exclusion. Et Tamazra, c'est une réponse à cette crise. On dit, voilà, on est là, on est dans un espace de diversité, un espace de liberté, un espace de vivre ensemble. Et ce n'est pas que l'État-nation qui a instauré le jacobinisme et la réalité. Et Bien, Karim, pour toi, selon toi, c'est quoi les valeurs sur lesquelles faut-il bâtir Tamazra? Les valeurs sur lesquelles il faut bâtir Tamazrad, pour moi, on l'a parlé de liberté, valeur première, on est maître de nous-mêmes déjà, la souveraineté de soi, mais aussi l'humanisme. L'humanisme dans un sens très large. Je ne conçois pas, moi, de Tamazra parce que ce n'est pas dans notre culture hein, et dans ce qu'on a pu voir, avec de la discrimination, du racisme, du rejet de l'autre, des valeurs enfin, des choses des idées qui essentialisent et qui infériorisent les êtres humains. Ça, c'est hors de question. Donc, Tamazra, c'est ce qui va faire sa force, c'est le fait que ça soit elle a une grande profondeur, elle a une authenticité, elle existe à l'instar de toutes les identités dans le monde. Par contre, elle reste quelque chose d'ouvert, quelque chose de généreux. Voilà pour moi Très bien. les valeurs de Tamazra. Très bien. À vous trois, on connaît qu'il y a une répression féroce contre les Amazirs en Afrique du Nord. On connaît plus sur les Amazirs du Nord, mais qu'en est-il de la répression chez les Touaregs à Boulaye? Est-ce qu'il y a une répression qui s'applique pour Bien, eux? bien sûr, il y a la répression chez Touareg, et même, je pense, dans l'actualité aujourd'hui, est la plus urgente, on va dire. Il faut quand même, je vais faire un petit rappel historique, hein, donc pour dire que les Touaregs se sont retrouvés à l'issue de la période coloniale dans 5 pays, donc, que je rappelle rapidement, donc les Niger, le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie et la Libye. Donc sur les 5 pays, évidemment, l'essentiel des Touaregs, numériquement, s'est retrouvé au Niger et au Mali. C'est surtout les Touaregs du Sahel.
qui sont les plus nombreux pour des raisons évidentes, finalement, liées au fait, à leur mode de vie, du fait que c'est plus facile de faire le levage, dans le Sahel, il y a plus de pâturage que dans le Sahara, où les conditions sont beaucoup plus difficiles. Toujours est-il que donc, c'est dans le Niger, au Mali, et dans ces régions, du Niger et du Mali, les Touaregs n'ont jamais été véritablement acceptés par les nouveaux États qui se sont toujours méfiés finalement de leur particularisme, on va dire. Les Touaregs ont toujours été perçus comme étant une sorte de prolongement de l'Afrique du Nord, donc du coup, toujours source potentielle de déstabilisation ou de désorganisation finalement de ces nouveaux États. En sachant que bon, c'est des pays quand même qui sont composés chacun d'une multitude de communautés, d'ethnies, comme on dit. Et ces ethnies, bon, en réalité, ce sont celles qui ont hérité du pouvoir colonial. L'administration du pays, ce sont elles finalement qui se sont très rapidement assimilées à l'État, en oubliant ou en tout cas en mettant un peu de côté les autres et surtout les Touaregs. Et cette réalité donc de base a donné que depuis en 63, donc il y a eu une première manifestation, on appelle rébellion au Mali, où les Touaregs ont manifesté justement leur désaccord par rapport à la décision de la France de les rattacher de manière autoritaire, de manière non concertée au reste du Mali. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la première rébellion Touareg au Mali, qui a fait quand même des centaines, si pas des milliers de morts. Ensuite, pour revenir à une époque plus récente, en 90, il y a eu d'autres rébellions aussi où les gens ont posé la question aussi du partage du pouvoir politique avec les autres communautés au Niger et au Mali. Là aussi, une répression terrible qui a fait aussi des milliers de morts. Et là, tout récemment, donc, est venu finalement l'autre phénomène qui est celui du djihadisme ou de l'islamisme, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui aussi est venu amplifier, en même temps étouffer un peu cette revendication Touareg, qui est à la base, à l'origine, c'était juste une revendication un peu comme partout des citoyennetés finalement, des gens qui demandent juste à être considérés comme citoyens dans les pays qu'on leur a attribués. On prend leur territoire, on en fait un pays, mais en même temps, on les exclut de la gestion de ces pays. C'est ce qui se passe au Niger et au Mali. Et en 2012, évidemment, au Mali, les gens du nord du Mali, la région qu'on appelle aujourd'hui l'Azawad, ont décidé, à mon avis, pour essayer de faire frapper les esprits, de proclamer l'indépendance de l'Azawad. L'Azawad est une région dans laquelle il y a des Touaregs, mais aussi d'autres communautés. Il y a des Touaregs, il y a des Arabes, des Maures, et il y a des Peuls et il y a des Songhai. Donc, il y a 4 communautés qui vivent dans cette région. Mais c'est vrai que c'est la communauté Touareg qui porte un peu cette revendication citoyenne. Et aujourd'hui, la communauté internationale s'est mêlée un peu de cette question. Et l'Algérie, comme chef de file de la médiation, comme on dit, euh, depuis une trentaine d'années, essaye de trouver une solution, bon, avec, à mon avis, aussi très peu d'engagement de la part des Algériens. Mais toujours est-il que tout ça donne une répression à la fois de l'État et dernièrement des mouvements, des groupes djihadistes effectivement, qui s'en prennent dans toutes les populations qui ne sont pas d'emblée acquises à leur cause. Et la communauté touareg a été très difficile finalement apparemment à domestiquer par ces groupes djihadistes. Et ça, aujourd'hui, bon, chaque semaine, pratiquement, on a des dizaines, si ce n'est pas des dizaines de morts, hein, donc, au Niger, enfin, surtout au Mali, au Burkina Faso. Et c'est devenu un phénomène où les déplacements de population, aussi, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont déplacés. Il y a des centaines de morts, donc pratiquement tous les mois, hein, donc il y a des massacres de populations civiles. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et tout ça dans l'impunité. Je rappelle quand même que tous les massacres dont j'ai parlé tout à l'heure, des années 60, des années 90, ont toujours été impunis. C'est-à-dire que le Mali a toujours été, d'une certaine manière, couvert par la communauté internationale qui n'a jamais voulu euh, faire des enquêtes sur ce qui s'est passé. C'est la responsabilité de l'État, même si cette responsabilité est connue, parce que c'est quand même les militaires officiels de l'armée régulière malienne qui massacrent des gens. Ils massacrent des populations sur des bases ethniques, sur des bases soit des couleurs de peau, soit parce que les gens parlent la langue touareg, qui en tout cas, l'objectif, c'était de réprimer un peu cette communauté. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça Très bien. la situation globale, en tout cas en termes de droits de l'homme. Sur le plan politique, effectivement, la question du Sahel, de manière générale, pose la question de la coexistence entre toutes ces communautés que la France a mises ensemble dans ces différents pays sans concertation. Et aujourd'hui, on voit que ça ne marche pas. Et ça fait partie des explications de ce qui se passe aujourd'hui au Sahel. Parfait. Abdeslam, qu'en est-il de la situation de la répression au Maroc contre les Amazirs? Oui, au Maroc, les problématiques, tout ce qui est lié, par exemple, à la culture, à la langue, à l'institutionnalisation, maintenant, on peut dire
que on commence vraiment à s'ouvrir vers l'amazirité, la télévision, l'Institut royal de la culture amazigh, l'enseignement avec beaucoup, beaucoup vraiment de problèmes, mais des problèmes vraiment où vraiment la répression est très claire, c'est tout ce qui est économique. On a vu par exemple les régions de Rif, comment l'État vraiment a massacré les manifestants et là, avec des vingtaines d'années de prison. Tout ce qui est maintenant l'économique, tout ce qui est l'économique et la répartition des richesses, c'est vraiment les problèmes des Amazirs au Maroc et c'est pas par exemple, on connaît l'ouverture est claire, par exemple, au niveau euh, du gouvernement. On voit souvent le chef du gouvernement et elle parle en amazigh librement, elle s'exprime et tout. Mais le problème, c'est économique. On a des problèmes. Les régions amazighs, les régions berbères, elles sont des régions très pauvres. Il n'y a pas d'égalité entre les régions. C'est ce qu'il faut D'accord. dire maintenant. Très bien. Karim, qu'en est-il en Algérie? En Algérie, bien, il y a eu quelques avancées, notamment avec Benazir, qui est devenu officiel, semi-officiel, bon, en tout cas, dans la Constitution, dont enseigné dans les régions berbéraphones. Théoriquement, elle devrait l'être aussi ailleurs, mais ce n'est toujours pas le cas. Donc, il y a une avancée, mais en même temps, c'est timoré, on sent que c'est timide, on sent qu'il y a des pesanteurs qui sont toujours là. C'est-à-dire ce qui a fait que Tamazir était réprimé auparavant, on sent que c'est toujours là. Il y a cette mentalité, cette idéologie uniciste, etc., elle pèse d'une autre façon. Mais il y a eu les récents événements, les récents développements en Algérie, où il y a quand même une répression très importante qui s'est faite en ciblant, il y a une répression il y a beaucoup de détenus d'opinion actuellement en Algérie, sur l'ensemble de l'Algérie, mais elle est concentrée, encore une fois, sur la Kabylie, une région berbérophone, euh, parce qu'on peut en faire un bouc émissaire, ou alors on veut lui faire payer son engagement, qui quelque part, enfin, c'est ma théorie à moi, ce qu'on a vécu dernièrement, 2019, ne tombe pas du ciel. C'est un prolongement de tout ce qui a été semé à partir du 20 avril, du pacifisme, des idées que j'avais évoquées, humanisme, liberté, etc. Donc, on ne sait pas pourquoi, il y a une répression qui est très féroce et il y a des détenus d'opinion c'est des détentions arbitraires. Clairement, on va citer par exemple le cas des détenus dits kabylistes, en tout cas appartenant à des mouvements politiques propres à la Kabylie, qui sont condamnés à des peines très très lourdes. Il y a eu le procès de ce qui s'est passé à l'Arménie qui pose énormément de questions et pas des petites questions, des questions profondes. Donc il y a une espèce de retour de manivelle, on ne sait pas comment l'appeler, hein, mais la situation est critique. Et du point de vue symbolique, par exemple, on a vu l'année dernière, c'est une année triste, dans la mesure où, y compris le 20 avril, pas été célébré dans l'espace public, dans la rue, comme ça se faisait auparavant. Voilà. Euh, voilà. Mais quand même, on retrouve quand même des éléments euh, communs à ce qui est dit ailleurs. Et avec, bien sûr, il y a les massacres, les tueries qui sont actuellement au niveau du Sahel qui nous interpellent. Mais il y a eu aussi épisodiquement des massacres qui se sont faits ailleurs. Hein. Les 2001 en Kabylie, c'est une tuerie. Il y a eu tout dans la région Chaoui en 2004. Il y a eu ce qui s'est passé à Ifni. Il y a
Maroc, et il y a eu le Rif plus anciennement, et donc on retrouve des éléments comme ça. Épisodiquement, il y a du sang qui est versé. Je pense que c'est quand même un peu plus, c'est pas épisodique au niveau du Sahel, parce que là, ça fait des années que ça s'enchaîne comme ça. Euh, et donc il y a cet élément qui revient, il y a le déni de la citoyenneté. C'est la même chose qu'on dit. C'est-à-dire, on dit que vous êtes de tel pays. Par contre, il y a d'une façon ou d'une autre, on va exprimer de l'exclusion vers vous sur la base d'une ethnie ou parce que vous parlez une langue, etc. Donc, il y a cet élément qui revient. On a un autre élément qui revient, c'est celui de l'impunité. C'est-à-dire que des États-nations qui sont censés, c'est-à-dire réprimer, en tout cas rendre justice sur des massacres, sur des exactions qui ont été faites et à ce jour elles ne sont pas faites. Notre ami Abdoulaye l'évoquait à propos du Sahel. En Kabylie, à ce jour, il n'y a pas eu de procès. On ne sait pas. Pareil à Trout ou même au Maroc. Donc il y a ces éléments. Il y a même deux autres éléments qui viennent. Il y a aussi une marginalisation de ces régions d'un point de vue économique, comme vient de le dire Abdeslam. On retrouve ça par exemple aussi en Kabylie. On fait tout pour qu'elle a une potentiel humain qui est très importante du fait de l'immigration et des tas de choses. Par contre, les pesanteurs, elles sont là et ça fait des années qu'on essaye de lutter contre et c'est difficile. Ils sont quasiment, on a l'impression qu'ils sont indépassables. Donc, à côté il y a un autre élément, je ne sais plus, et l'émergence aussi de l'islamisme qui vient à chaque fois dans la même. C'est au moment où il y a comment dire, il y a une aspiration à tout ce que je viens de dire, la citoyenneté, la démocratie, etc., les Amazirs, il vient, ça préempte, ça pollue ou ça dénature un petit peu la démarche. Donc il y a quand même assez d'éléments communs entre ce qu'on dit, je pense. Très bien, Karim. J'aimerais bien revenir sur les valeurs sur lesquelles faut-il bâtir Tamazra. Ma question à vous trois, qu'apporte cette marche de dimanche 23 avril à cette perspective? Je commence par Aboulaye. En fait, là, pour moi, la chose la plus importante de cette démarche, au-delà de commémorer le 20 avril, donc, mais aussi justement de montrer cette dimension unitaire. Le fait que c'est un combat et qui traverse finalement tout en Mazra, qui traverse toutes les composantes du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui fait qu'effectivement, on se retrouve autour de cette revendication identitaire et de cette affirmation de l'existence des Amazirs en Afrique du Nord et du fait que dorénavant, les gens aspirent à jouer un rôle politique, un rôle important, un rôle de construction dans leur pays, dans toute la sous-région et à terme, effectivement, de montrer un peu, de mettre à nu les valeurs dont on parlait tout à l'heure, leurs spécificités, l'apport qu'ils font au patrimoine mondial, culturel ou historique, et puis même en termes de présence humaine, de dire qu'effectivement, il y a là une identité qui est plurimillénaire et qui existe encore, qui est toujours là malgré les assauts des autres conquérants, ou des choses comme ça. Donc, il y a quand même quelque chose à affirmer. Et cette démarche permet justement de mettre une petite lumière un peu sur tout ça. Et l'aspect le plus important pour moi, effectivement, c'est cet aspect unitaire et cette mobilisation autour de l'identité amazigh et cette interpellation de la communauté internationale sur la réalité de l'Afrique du Nord. Merci. Que pense Abdeslam? Oui, pour nous, cette marche est vraiment une appel à la solidarité entre les Berbères et aussi la reconstruction du travail entre les Berbères pour un avenir, pour tout ça. Parce qu'en fait, le plus important, c'est pas la marche, mais vraiment après la marche. On va faire cette marche. Mais après, ce qu'on va faire après cette marche, moi je crois, euh, après les réunions, après les discussions, que vraiment il va y avoir un très bon travail à l'avenir.
Karim, Oui, quel est votre... je me joins à c'est l'idée de ce monde, de se retrouver. Il y a une unité, une cohésion indéniable, elle est là. Et c'est presque naturellement qu'on se retrouve autour de cette marche. C'est ça qu'il faut mettre en avant, d'une part, et puis d'autre part, c'est l'immensité au sens géographique, pas que, il y a une profondeur à la fois géographique et historique de la Mazérité. Il y a 3000 ans d'un point de vue historique au moins, ce qu'on connaît, et on a, d'un point de vue géographique, ça va, bon, ça prend des îles Canaries jusqu'à l'Égypte de la Méditerranée donc jusqu'au au Sahel. D'ailleurs, en effet, c'est bien tout à l'heure, Abdoulaye situé, il y a l'Afrique du Nord, il y a le Sahel. Donc, c'est, euh, c'est une région continentale qui est immense. C'est ça qu'il faut montrer. C'est pour ça que donc il faut que tout cela soit visible. Il faut que tout cela soit visible. Voilà. Merci à vous trois. Là, je passe à la toute dernière question. J'ai vu que vous avez communiqué aujourd'hui un règlement de la marche. J'aimerais bien savoir le pourquoi de ce règlement. Aboulaye, pourquoi vous avez opté pour, enfin, pas opté, mais pourquoi vous avez décidé de mettre un règlement pour la marche? En fait, un règlement, comme son nom le dit, c'est juste une manière de baliser en fait un peu les choses pour une organisation beaucoup plus transparente, beaucoup plus claire, et mettre ensemble justement une procédure qui permette à la marche de bien se passer, et d'être lisible, d'être comprise aussi par l'opinion, à la fois par les militants, mais aussi par l'opinion au sens large. Et les règlements, ils servent justement à nous permettre d'organiser un peu cette visibilité et puis de nous permettre aussi d'être efficaces dans la manière dont elle est menée. Et Abslam, qu'est-ce qu'il pense? Oui, je sais pas si on peut dire c'est un règlement, c'est pour l'organisation, mieux organisée parce que jusqu'à maintenant, on est vraiment espérons donc voir une participation très intéressante des Amazirs de diaspora parce que à travers les échos, peut-être il va y avoir plusieurs milliers de participants. Alors, on disait voilà, oui, il y a un souhait qu'on travaille, il y a un souhait de s'organiser mieux pour un bon travail, mais aussi il y a des tendances, il faut voilà, organiser tout ça, il y a des tendances, plusieurs idéologies, plusieurs points de vue. Alors on souhaite vraiment mieux s'organiser euh, pour cette, euh, cette marche, voilà, si vous voulez. Karim, je finis avec vous. Oui, règle, c'est plus des règles hein, comme ça qu'on s'était fixé, nous, pour mieux organiser, parce que justement, il faut assurer que le bon message, celui de l'appel, puisse passer. Le bon message, c'est quoi? C'est un Mazarin. Donc, c'est pas autre chose. Donc, il y a l'union, ça Mazra, il y a une unité. Donc, d'où la premier point, la première règle, c'est la mise à l'honneur du drapeau fédéral de Tamazrak maintenant qui a été adopté un peu partout, pour exprimer l'étendue, le fait que ce soit vaste. Donc, il y a les drapeaux nationaux qui vont refléter le fait que finalement, c'est une région sous-continentale très importante. C'est la deuxième règle. La troisième, bon, on a fait justement parler de profondeur historique. Il y a le drapeau du RIF qui est admis parce que il est antérieur, en fin de compte, aux drapeaux nationaux, hein, son apparition. Par contre, on a fait en sorte, et là vient le quatrième point, on a fait en sorte que il ne faut pas que la marche devienne quelque chose de spécifique relatif à une organisation politique précise, par exemple, ou une vision politique euh, spécifique qui on est dans quelque chose qui est dans l'union qui va permettre à tout le monde de se reconnaître
De ce fait, c'est-à-dire que les autres symboles, banderoles, drapeaux, etc., qui sont liés à des visions politiques spécifiques, ne sont pas admis. C'est pour mieux protéger la marche, c'est pour sécuriser ce message. Et puis la dernière recommandation pour exprimer la pluralité culturelle, et bien que les gens viennent avec tout ce qui peut, par exemple, d'un point de vue vestimentaire, être symbole de leur spécificité, de leur région, etc. Voilà. Donc voilà, on vient à terme de un débat intéressant, Je me permets fructifié. juste qu'on me rappelle bien l'itinéraire, hein, parce que ça risque de. Donc, c'est dimanche 23 à 14 heures. Le départ, c'est place de Stalingrad. Le départ, c'est bien place de Stalingrad. À ne pas confondre avec d'autres itinéraires, parce que Paris, il y a plein d'événements ces jours-ci. Donc, Je itinéraire vois. à 14h, 23, le 23, dimanche 23, à place de Stalingrad. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, vous aussi, avant de clore notre débat? Bah, moi, je pense que tout a été dit. Donc, effectivement, c'est très important de rappeler l'itinéraire, de rappeler d'abord que ça part de la place Stalingrad. Et qu'effectivement, le plus important aussi, c'est que les gens viennent avec leurs accoutrements traditionnels, tout ce qui montre un peu justement cette diversité. Donc, ça peut être un plus. Très bien. Absam? Oui, moi j'espère que cette marche va devenir un repère historique, et une marche très importante, une marche avec des milliers de participants pour mieux représenter Tamazra. Ceci dit, voilà, merci pour vos trois. Et puis, bon, en espérant, donc, comme vous le voyez sur l'affiche sur l'écran, donc l'itinéraire, la marche, le communiqué, ils sont sur votre écran. Vous pouvez aussi visiter sur plusieurs sites web, dont celui de TQ5. Donc, ceci dit, on dîner قيمة ذي ثروة. Merci Merci. à tout le monde. Merci.